Bonsoir, merci de nous rejoindre pour l'actualité à la une de ce journal. Le Premier ministre ivoirien partage l'expérience de la Côte d'Ivoire à Dakar. Il participe à la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est ouverte ce jeudi 17 janvier 2019. Amadou Gon Coulibaly représente le chef de l'État à ce panel. À la CPI, la mise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a été suspendue par un appel injecté de la procureure Fatou Bensouda. Les juges devraient demain se prononcer sur cet appel. Les détails dans ce journal. Et puis en Côte d'Ivoire, l'annexe fiscale 2019 a été expliquée aux médias aujourd'hui par la Direction générale des impôts. Une initiative pour permettre aux journalistes de comprendre les efforts de l'administration fiscale vis-à-vis des entreprises et pour le bien-être des populations. Bienvenue dans ce 23h. Dans l'actualité, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à Dakar. Il prend part à la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, CIEA, qui s'est ouverte ce jeudi 17 janvier 2019 dans la capitale sénégalaise. Représentant le président de la République à cette conférence, Amadou Gon Coulibaly s'est exprimé sur l'importance du secteur privé dans la marche des pays africains vers l'émergence. Au cours d'un panel de haut niveau, il a ainsi rappelé les actions posées par le gouvernement ivoirien pour donner au privé une place de choix dans l'économie ivoirienne. Une contribution qui a été d'ailleurs bien appréciée et qui a enrichi les échanges de Dakar. Et je vous propose d'ailleurs d'en suivre un extrait. Nous avons participé donc, ce matin à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, la 3e édition après les 2 premières qui ont eu lieu à Abidjan. C'était une conférence qui était fort instructive. Ce que l'on peut donc retenir après toutes les communications que l'on a entendues, c'est que pour assurer donc l'émergence de notre continent, il est extrêmement important que nous puissions tous travailler à en assurer donc une bonne stabilité. Les expériences de certains pays donc, sont des témoignages éloquents, notamment donc en Asie. Deuxièmement, il nous faut donc avoir des politiques donc économiques résolument tournées vers donc la promotion du secteur privé. Le secteur privé doit être moteur donc de la croissance donc dans nos pays. Troisièmement, nous devons retenir que l'État a un rôle de régulateur, mais l'État doit investir donc massivement dans les infrastructures qui vont permettre donc d'améliorer la compétitivité de nos économies, des infrastructures, que ce soit dans le secteur des transports, dans le secteur de l'énergie, donc, etc. Nous devons améliorer l'environnement donc, des affaires dans nos pays pour faire en sorte que nos pays soient attractifs, donc pouvoir créer donc, les emplois qu'il faut. Mais aussi, nous devons transformer nos économies. Et cette transformation doit impliquer que nous passons d'économies d'exportation de matières premières à des économies où nous transformons donc, nos matières premières pour créer donc, les emplois qu'il faut pour notre jeunesse. Donc tous ces éléments donc, ont été donc, examinés donc, ce matin et je dois dire que c'est une très belle conférence. Et je crois que cette initiative doit être pérennisée. Donc c'est tous les 2 ans qu'il est décidé que nous puissions nous retrouver au niveau donc, africain pour continuer de réfléchir donc, sur la problématique de l'émergence du continent. Mais je dois également indiquer qu'il apparaît très clairement que le continent est sur la bonne voie. Le continent est sur la bonne voie, que les politiques économiques qui sont menées donc, sont de bonnes politiques économiques en général. Et pour ce qui concerne notre pays, je dois dire qu'avec les taux de croissance donc, que nous avons, avec les éléments que je viens de vous indiquer qui sont en droite ligne avec ce qui se fait donc, en Côte d'Ivoire, donc nous sommes heureux donc, de constater que nous sommes donc, sur le bon chemin. Il a été aussi question de la question de l'inclusivité. Et cette question, vous le savez, est importante puisque la croissance économique doit être inclusive, doit être partagée. Et donc cela nous rappelle donc, la décision prise par le président de la République, donc son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire en sorte que le gouvernement renforce donc, son programme social
pour les 2 années à venir. Alors, je suis venu à cette conférence et constater que le pays est sur la bonne voie et que les recettes que nous appliquons sont des recettes donc, qui sont reconnues comme étant donc, les bonnes pour aller non seulement à l'émergence, mais pour assurer donc, la prospérité donc, du pays et les bonnes conditions de vie des uns et des autres. Alors j'ai rencontré donc, le président donc, Macky Sall, président de la République du Sénégal, frère donc, du président de la République, pour lui apporter donc, les salutations fraternelles du président Alassane Ouattara et lui apporter son soutien. Vous savez également que le Sénégal est en train d'appliquer un plan qui est le plan Sénégal donc, émergent. Et donc nous avons là aussi été impressionnés par tous les progrès donc, qui ont lieu ici au Sénégal et je voudrais en profiter pour saluer donc, mon frère et ami, le Premier ministre John, pour le travail qu'il fait sous l'autorité du président en tant que chef du gouvernement. Nous avons eu l'occasion de parler des relations entre nos 2 pays et je lui ai transmis tous les messages dont j'étais porteur de la part du président Alassane Ouattara. C'était Amadou Gon Coulibaly pour le compte-rendu de son intervention à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Il s'exprimait au micro d'Adama Koné, notre envoyé spécial à Dakar. À la CPI, je vous l'ai annoncé dans les titres, la mise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est encore suspendue alors qu'ils venaient d'être remis en liberté après leur acquittement de crimes contre l'humanité. Fatou Bensouda a interjeté en appel de nouveau mercredi soir. Une action qui met pour l'instant en berne la décision des juges qui doivent se prononcer sur cet appel demain vendredi 18 janvier. Et on en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Mercredi soir, la procureure de la CPI a interjeté appel de la décision de remettre en liberté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Fatou Bensouda a demandé en urgence le maintien en détention des 2 hommes, le temps d'examiner les motivations détaillées des juges concernant l'acquittement. Les 5 juges de la chambre d'appel ont entamé à la mi-journée l'examen des documents transmis par les avocats de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Leur décision devrait être connue assez rapidement. S'ils suivent la requête de la procureure, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé resteront en détention dans le centre de Chevingen. A l'inverse, si les 5 juges rejettent cet appel et confirment la remise en liberté, le greffe pourra reprendre son travail pour préparer la logistique de leur libération. La décision, elle, devrait être connue par écrit. Toujours sur le procès Gbagbo et Blé Goudé, la décision des juges de la CPI d'acquitter et de libérer les 2 hommes suscite des sentiments partagés au sein de la population ivoirienne. À Bouaké, les jeunes ont manifesté leur mécontentement dans la ville en ce début de journée. Soro Corona. Circulation impossible au rond-point de la gare routière de Bouaké ce jeudi aux environs des 10 heures. Les 5 voies du rond-point ont été bloquées par des jeunes. La raison ? Protester contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et Blé Goudé par la Cour pénale internationale. Les jeunes de Bouaké, après avoir appris que la CPI avait décidé d'acquitter M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé, les jeunes de Bouaké ont été choqués par cette décision et de façon spontanée se sont levés pour dire non et se dresser contre cette décision de la CPI qui est de nature à raviver la crise en Côte d'Ivoire. Il y a eu 3000 morts dans la crise post-électorale. C'est choquant, c'est révoltant que la CPI vienne nous dire que celui qui est l'auteur clé de cette crise post-électorale, parce qu'ayant refusé de céder le fauteuil après sa défaite puissante à l'élection présidentielle, ce dernier-là n'est pas coupable. Avec le concours des autorités administratives et sécuritaires, les choses sont rentrées en ordre. Après 1 heure de manifestation, les jeunes ont décidé de se retirer pour laisser place à la reprise des activités économiques dans la 2e ville du pays. Des sentiments partagés à Korogo par les jeunes qui ont aussi manifesté leur désapprobation. Ami Sissoko nous rapporte les faits. 2 jours après les différentes manifestations de joie et de frustration, à l'annonce de l'acquittement et de la libération de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé par la CPI, Korogo entre dans la danse. Des jeunes protestent contre la décision de la CPI. Cette manifestation vise à soutenir les victimes post-électorales. On est là pour signaler un ras-le-bol. Un ras-le-bol à l'endroit de la décision que la CPI a prise pour l'acquitter des charges sur Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Aujourd'hui, tous ces jeunes que vous voyez, tous ces parents, nos mamans, nos papas que vous voyez derrière, disent non
à la libération de Laurent Gbagbo. Si on libère Laurent Gbagbo, qu'on nous dise qui a tué les femmes d'Abobo. Les 3000 morts, que la CPI nous dise qui a tué. La manifestation a débuté à Monga, l'un des plus grands quartiers de Korogo, avant de s'étendre vers le centre-ville. Conséquence, perturbation de la circulation et des commerces en ce jour de marché. Quelques heures plus tard, l'ordre a été rétabli par les forces de l'ordre et de sécurité. Une série de décisions en faveur ou pas de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est en cours précisément à La Haye. Nous changeons de décor, il s'agit cette fois de développement de collectivités. La commune d'Abobo est en plein chantier, école, commissariat, centre de santé, voirie bitumée. Toutes ces infrastructures sont en cours de réalisation. La mairie du Plateau, le maître d'ouvrage, a effectué une visite de chantier que nous relate Abou Sanogo. La commune d'Abobo en chantier. 28 chantiers ouverts pour améliorer le quotidien de la population de la commune. La nouvelle voie, c'est bon. Ça va permettre à surtout notre quartier de se désenclaver. Avant et puis maintenant, c'est pas la même chose. Je vois que mon quartier, vraiment, ça commence à changer beaucoup. Il y a beaucoup de changements. Bon, je peux dire peut-être 3 à 4 mois déjà. Le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, sur le terrain pour se rendre compte de l'avancement des travaux. De Plaque 1 à Anonkwa-Kouté, de PK18 à Akeikwa, en passant par Avocatier, Abobo Centre, Agbekwa, Kennedy, Kluetia, Extension et Habitat, pour ne citer que ces quartiers-là. Ahmed Bakayoko a visité les différents chantiers de construction de commissariats, de centres de santé, d'écoles, de points d'eau, de rechargement et de bitumage de voiries. Constat, les travaux avancent bien. Abobo est un vaste chantier ouvert et nous n'allons pas nous arrêter. Nous avons le grand projet du CHU et du lycée d'excellence et également du collège que Madame la Première Dame compte construire au niveau d'Abobo Sud. Nous avons également tout ce que va engendrer la construction du métro avec des aires de stationnement, des gares, etc. En ce qui concerne les voies de rechargement, le délai d'exécution est de 3 mois. Donc dans 3 mois, d'ici fin mars, on a 11 tronçons qui seront réhabilités. C'était des tronçons qui étaient impraticables. Nous avons visité 2 commissariats en construction et également la caserne des sapeurs-pompiers, de faire en sorte que la commune d'Abobo soit sécurisée, soit sûre. Les entreprises retenues pour l'exécution des travaux sont à pied d'œuvre pour offrir à la commune d'Abobo un visage des plus reluisants. Thème du développement, François Albert Amicha, le ministre de la Ville, lancera très prochainement par son ministère le programme général de réhabilitation et d'aménagement d'Abidjan. Il s'est rendu pour cela à Yopougon, à Adjamé, 220 logements et sur le site d'aménagement de la baie de Cocody pour une inspection avant la mise en exécution de ce programme. Mamadou Kouassi. Terre Rouge et Monde Arabe, 2 sous-quartiers de la commune de Yopougon, situés à l'entrée de la ville d'Abidjan en provenance de Yamoussoukro. Ces quartiers considérés comme précaires se verront transformés afin de donner une vue agréable en rentrant dans la commune de Yopougon. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique de la ville. C'est ce message que le ministre de la Ville, François Albert Amicha, a transmis aux populations rencontrées lors de sa visite de terrain. Une entrée, elle doit être majestueuse. Une entrée doit montrer le caractère, la spécificité de la ville. Et c'est tout ça que nous allons voir avec les différents ministères techniques afin de répondre aux préoccupations des populations. Parce qu'il y a des populations aussi qui sont installées sur ces sites. Sans les déguerpir, comment les impliquer à l'embellissement de leur cadre de vie? Après Yopougon, la délégation s'est rendue dans la commune d'Adjamé. Ici, le jardin du rond-point de Liberté et le grand bloc de la cité des 220 logements ont été visités. Le ministre François Albert Amicha a saisi l'occasion pour inviter les habitants à contribuer à l'entretien et à l'embellissement du cadre de vie. Cette zone, ce grand bloc, nous on veut le garder parce que ça a un caractère historique. Mais pour qu'il demeure, il faut qu'il montre un bon visage. S'il ne montre pas un bon visage, on sera obligé de prendre une décision. C'est à vous de vous organiser pour regarder comment vous pouvez donner un meilleur visage à ce bloc. En retour, les populations souhaitaient un appui du gouvernement pour le ravalement des façades. D'autres sites de la commune de Cocody ont été visités, notamment le site d'aménagement de la baie de Cocody, qui a constitué l'ultime étape de cette visite de terrain du ministre de la Ville. Le chef de projet a signifié au ministre que le taux de réalisation des travaux est estimé aujourd'hui à 54% en ce qui concerne la phase 2.
En économie, le gouvernement ivoirien accorde une attention particulière à l'entrepreneuriat des jeunes afin de résorber le chômage. Des mesures fiscales ont pour cela été mises en place afin de soutenir les jeunes promoteurs de projets. Ces mesures portent sur des exonérations de certaines taxes et l'octroi de crédits d'impôts. On fait le point avec Mahama Traoré. Réussir dans les affaires avec le soutien de l'État, c'est désormais possible pour tout jeune entrepreneur avec le nouveau Code des investissements. Dans ce nouveau code, un régime de déclaration spécifique est prévu pour les petites entreprises. Le nouveau code introduit ce qu'on appelle le contenu local. Si l'entrepreneur emploie des cadres à un certain niveau dans sa hiérarchie, il a 2% de crédit d'impôt en plus. Si le créateur d'entreprise met dans son capital des Ivoiriens à au moins 15% du capital, il a encore 2% de crédit d'impôt. S'il valorise la matière première, s'il a une sous-traitance avec des entreprises ivoiriennes, des Ivoiriens, il a encore 2% de crédit fiscal. Pas concernés par ces mesures, les entrepreneurs opérant dans le commerce, les assurances, les bâtiments non industriels et exerçant des professions libérales. L'État n'oublie pas également les PME. L'annexe fiscale 2019 leur réserve également une série d'opportunités incitatives. Pendant la période d'investissement, le nouveau code donne une exonération totale sur les droits de douane pendant la période d'investissement sur l'ensemble des équipements que vous importez pour votre usine. Et pendant la période d'investissement, la TVA est suspendue. Quand vous êtes en catégorie 1, vous avez toujours l'exonération du BIC, de la patente, du foncier sur une période allant de 5 à 15 ans. Bénéficier de toutes ces mesures d'accompagnement est soumise à condition. C'est pourquoi le gouvernement entend intensifier la sensibilisation à l'endroit des porteurs de projets. Nous sommes heureux de voir que les choses se mettent en place pour que les Ivoiriens comprennent que certes, il y a des choses qui ont été faites et très bien faites, mais il y a eu quelques insuffisances. Donc le plan social, pour ce qui concerne les points d'insuffisance sur le volet social, le plan social du gouvernement vient apporter des réponses très pragmatiques pour que les Ivoiriens sentent dans leur quotidien la promesse de cette proximité. Un autre mécanisme d'encadrement des entrepreneurs dénommé Clonic sera bientôt lancé par l'État. 1050 projets concernés pour 10 400 emplois visés sur une période de 2 ans. Si le projet marche, ce tissu d'entreprise va contribuer à hauteur de 2% de la richesse nationale. Intéressons-nous à l'annexe fiscale 2019. La Direction générale des impôts a expliqué la nouvelle loi des finances aux médias ce jeudi 17 janvier. L'objectif, c'était de permettre aux journalistes de comprendre les efforts de l'administration fiscale vis-à-vis des entreprises et des populations. Le compte-rendu de cette séance par Cheikh Koné. Pour sa rentrée fiscale, Sié Ouattara, directeur général des impôts, dans un langage moins technique devant des hommes et femmes des médias, a décrypté les nouvelles mesures fiscales. 21 mesures fiscales sur les 36 que compte l'annexe fiscale de la loi des finances 2019 ont été passées au peigne fin. Au cours de l'année 2018, nous avons connu quelques contentieux avec les entreprises du secteur qui ont estimé, à tort ou à raison, que les activités qui n'étaient pas directement liées à l'opération de téléphonie ne devraient pas être soumises à la taxe. Alors que dans l'entendement de la Direction générale des impôts, même l'activité de transfert d'argent se réalise à travers l'outil de téléphonie. Pour mettre fin aux contestations et aux contentieux, le texte a été nouvellement rédigé en précisant que la taxe s'applique bel et bien au chiffre d'affaires, l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par l'opérateur de téléphonie, sans distinction des branches à l'intérieur. L'annexe fiscale 2019 est rentrée en vigueur le 2 janvier dernier. Il comporte les mesures de soutien aux entreprises, de renforcement des moyens de l'État, des mesures à caractère social, de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal, ainsi que des mesures d'ordre technique. S'agissant des mesures de soutien aux entreprises, elles s'articulent autour des mesures d'incitation fiscale au profit des PME, des exploitations agricoles, du secteur du bâtiment et des travaux publics, mais également sur les transactions immobilières. Pour les mesures à caractère social, un crédit de TVA compris entre 25 000 francs et 50 000 francs CFA a été instauré pour les entreprises qui accueilleront des stagiaires en leur sein.
Évoquant le bilan de l'année 2018, le directeur général des impôts a révélé que sa régie a mobilisé 2146 milliards de francs CFA sur un objectif de 2170 milliards de francs CFA, soit 99% de l'objectif visé. L'impôt foncier, quant à lui, a mobilisé 99,5 milliards de francs CFA sur les 100 milliards attendus. Et le secteur de l'économie numérique représente 9% du PIB ivoirien. Il souhaite accroître sa position en atteignant les 17% en 2025. Cette perspective a été révélée ce jour par le ministère de l'économie numérique et de la Poste. C'était à l'occasion d'une session bilan de ses activités. Une autre information capitale de cette rencontre, les chiffres comptabilisés par les transactions mobile money. 17 milliards circulent chaque jour sur ces plateformes virtuelles de paiement. Le secteur se porte bien à se fier aux chiffres, comme nous l'explique Francis Boifo. 5068 km de fibres optiques installées sur 7000, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et des grandes écoles privées équipées en matériel informatique et connectées à Internet, des infrastructures construites ou réhabilitées, la diversification des activités de la Poste qui a permis le rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Le pays a été choisi par l'Union postale universelle UPU pour être le hub du e-commerce en Afrique de l'Ouest. Autant d'éléments qui font dire au ministre de l'économie numérique et de la Poste que le secteur se porte bien. Tenez, 17 milliards de transactions financières journalières via le mobile money. Donc, un impact considérable sur la contribution du secteur au produit intérieur brut PIB. 9% du PIB. Je pense qu'en 2025, on peut le porter à 17% du PIB. Nous sommes nettement mieux classés dans la sous-région. Cette année, le gouvernement entend relever les défis majeurs pour améliorer le quotidien des populations. Amélioration de la qualité de réseau des services aux usagers. Et sur ce point, nous avons connu quelques difficultés en 2018 et nous veillerons à ce que chaque acteur du secteur joue son rôle pour que ce genre d'incident ne se répète plus jamais à l'avenir. La baisse des coûts pour les usagers, notamment pour la voix, data et pour les transactions électroniques, pour jouer pleinement notre participation dans les actions sociales prioritaires du gouvernement. En plus de cela, nous avons aussi agi au niveau de renforcement de la cybersécurité. Nous avons aussi agi au niveau de renforcement des actions de protection des données à caractère personnel. Aux responsables de structures chargées d'exécuter le projet d'archivage numérique des documents administratifs, le ministre Claude Isaac D a demandé de redoubler d'efforts. Dans le secteur de l'électricité, les deux principaux acteurs du marché des produits d'éclairage, que sont les distributeurs et les partenaires bancaires, ont reçu aujourd'hui à Abidjan une formation sur l'efficacité énergétique. Une formation initiée par la Direction générale de l'énergie. Les détails avec Jean-Louis Bangbo. Considéré comme un important gisement d'économie d'énergie, le secteur de l'éclairage constitue l'un des axes majeurs de la politique de maîtrise de l'énergie du gouvernement. Le marché de la distribution des produits d'éclairage connaît de ce fait une réorganisation. À partir du 1er janvier 2019, les lampes à incandescence, dans la catégorie des lampes les moins efficaces, sont interdites à la vente sur le marché ivoirien. Un arrêté va préciser cela parce qu'il y a des exemptions. Nous devons vulgariser cela, informer les gens. Un bouleversement déjà perceptible dans le milieu des distributeurs de produits d'éclairage. Les ampoules aux lampes jugées énergivores sont progressivement délaissées par les consommateurs. Aujourd'hui, les LED sont beaucoup plus demandés. Viennent en deuxième position les lampes économiques. Bon, par ignorance, certains demandent encore les lampes économiques, mais nous sommes en train de glisser vers les lampes LED. Et les lampes incandescentes viennent en dernière position. Mais vous verrez encore que nous avons les lampes incandescentes parce que certains le demandent et que nous avons encore du stock sous la main. Comment adapter cette transformation du marché de l'éclairage avec les mécanismes financiers et les modèles commerciaux? Tel est l'objectif de cette formation qui réunit distributeurs et banquiers. Je pense plutôt qu'il faut que le ministère qui a à charge de l'énergie table beaucoup plus sur la communication déjà. Il faut qu'ils arrivent à faire passer la différence entre les différentes lampes qu'on propose. Cette formation de distributeurs des produits d'éclairage et des organismes financiers s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de l'efficacité énergétique dont il est un pas important. C'est pour que tous ensemble, donc, on vienne partager et trouver les voies et moyens pour donc aller effectivement vers l'efficacité énergétique dans le domaine de l'éclairage.
Une autre formation sur les normes et les tests de performance énergétique des lampes a été organisée, toujours dans le cadre de la promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage. Secteur porteur pour l'économie ivoirienne, le marché des produits d'éclairage a rapporté 24 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires entre 2012 et 2016, dont 6,5 milliards de francs CFA de droits de douane. Dans l'actualité internationale, il sera question de l'assassinat de Ahmed Hussein, membre de la Corporation des journalistes ghanéens. Au Kenya, la police poursuit son enquête après l'attaque du complexe hôtelier. Et puis en France, l'affaire des passeports diplomatiques. Alexandre Benalla a été mis en garde à vue pour usage illégal. L'actu en bref par Wojantele Soro et Abou Sanogo. À Accra, la vie d'Ahmed Hussein, journaliste d'investigation, a été brutalement interrompue. Il est rentré à la maison lorsqu'il a été atteint en pleine poitrine par des balles. Avant ce triste fait, sa sécurité était menacée par une autorité ghanéenne. Le journaliste avait réagi en déposant une plainte. Cette alerte qui aurait pu contribuer à le maintenir hors du danger. Au pays, il était connu pour avoir pris part à l'enquête sur des matchs de foot truqués au Ghana. La police kenyane a épinglé 2 suspects. Ils étaient éparpillés, l'un à Ruaka au nord de Nairobi et l'autre au quartier somali de la ville. La chasse aux éventuels complices de l'attaque du complexe hôtelier se poursuit. Les frontières somaliennes ont été quadrillées. En comparaison aux violations des droits de l'homme qui découlaient du combat contre l'insécurité, Human Rights Watch attire l'attention des autorités à la retenue. Alexandre Benalla est en garde à vue au sujet des passeports diplomatiques. Il est accusé d'avoir utilisé ces documents administratifs alors qu'il n'est plus à l'Élysée. Son voyage au Tchad en décembre dernier a déclenché cette enquête. Selon les explications du directeur du cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Estroda, Benalla était en possession de 2 passeports de service. Un délivré en 2016, le deuxième en juin 2018. Ces derniers ont été invalidés fin juillet 2018. Place à la culture à présent. Après Abidjan, l'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI a mis le cap sur la ville de Dimbokro, au centre de la Côte d'Ivoire. Les humoristes, comme à leur habitude, ont égayé les spectateurs de cette localité qui n'ont pas boudé leur plaisir. C'était le samedi 12 janvier dernier et notre reporter Koné Pargassoro, qui était du convoi Bonjour Tour 2019, nous décrit l'ambiance qui a régné ce jour-là à Dimbokro. Moi, ta démarche là me plaît, on dirait femme de brouteur. Dimbokro, première localité visitée par l'équipe de production de l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI Bonjour dans le cadre de Bonjour Tour 2019. Pour les organisateurs, il s'agit d'offrir l'opportunité aux populations des villes de l'intérieur du pays de profiter du spectacle en live. Et c'est l'esplanade de La Citaraya qui a servi de cadre pour ce grand rendez-vous du rire. Les humoristes, eux, ont égayé le public de Dimbokro en faisant montre de leur talent. Malgré ces cadeaux-là, il y a d'autres qui ont pris clôture quand même. Zouglou, quand quelqu'un laisse, en tout cas ce morceau-là, ça tue au quartier. À cause de ça, moi et ma propre femme à la maison, quand je vais chanter, quand il m'a au travail, mais rien quand tu sors, non? Mais quand quelqu'un sort, quelqu'un rentre, il dit si tu penses que je vais courir derrière toi, copine, tu as joué. Parce que l'homme, même quand il n'est pas diplômé en beauté, tant qu'il a son jeton seulement, il t'a pas poteau. Les différentes prestations des humoristes appréciées par autorités, élus, cadres, parrains et publics de Dimbokro qui n'ont pas boudé leur plaisir. Bonjour 2018 a été un succès, un grand succès. Il y avait du monde. Donc la population a réclamé Bonjour 2019 et j'ai tout fait pour que 2019 soit. Merci à la RTI, merci à la population et que Dieu nous donne la force d'organiser Bonjour 2020. Après la ville historique de Dimbokro, les humoristes se disent prêts à affronter le public des autres localités de l'intérieur du pays. C'est comme un baoulé qui est saoulé, il l'a envoyé à Abidjan nouvellement, il est saoulé, il est assis en bas là. Et puis il dit, mais c'est comment? Redresser le bas là. Elle dit, comment ça? Elle dit, mais le bas là est un peu tordu.
Et c'est avec cette bonne dose d'humour que nous terminons ce journal. Vous retrouverez demain Kolo Koulibaly pour le suivi de l'actualité. Passez une excellente fin de soirée sur RTI 1.